Salut à tous, bienvenue dans Ciné-Série et compagnie, l'émission exigeante, sensible et pointue sur le petit et le grand écran, l'émission surtout qui vous propose chaque semaine un véritable mélange des genres. Avec, dans la super interview, un éternel garnement qui refuse de grandir, Max Boublil nous raconte pourquoi il a eu envie de prendre à rebrousse-poil la légende de Robin des Bois. Il est à la tête, à moins de 30 ans, d'un véritable empire sur le web dédié aux jeunes. Alexandre Malch, le plus geek des entrepreneurs français, est fan de cinéma et de séries. Il est le héros de l'extra interview. Enfin, dans le screen parfait, une leçon de mise en scène par celui qu'on surnomme souvent le Ken Loach français. Souvenez-vous de Ma petite entreprise ou encore Fred. Et oui, Pierre Jolivet mêle film social et polar dans Jamais de la vie. Mais tout de suite, c'est Isabelle Claire qui nous dévoile ses pépites de la semaine. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. Le Happy Birthday de la semaine, c'est celui de Memento, le premier succès de Christopher Nolan, 15 ans cette année, oui, vous avez bien entendu. À l'époque, Nolan n'a pas 30 ans et déjà son talent de narrateur alambiqué irradie. This guy told me his name was Teddy. Léonard, qui a perdu la mémoire immédiate depuis un accident, est à la recherche de l'assassin de sa femme. Yep. Mr. Gamble? Lenny, is that you? John Gamble? Lenny, it's Teddy. Stay there. I'll be right over. Okay. I'll be waiting. Le problème, c'est que ses souvenirs s'effacent tous les quarts d'heure et pour se souvenir des faits, il prend des photos et se tatoue partout. Un scénario au cordeau et un montage à rebours. En gros, ne manquez pas le début puisque c'est la fin. Et restez bien concentrés comme souvent devant le génie de Christopher Nolan, qui 15 ans plus tard reste au sommet, la preuve avec cet autre tarabiscotage scénaristique, Interstellar. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world. Sacré Nolan, tiens, vivement le prochain. I mean, they're watching you right now. Damn it, where is that camera? Elle est devant toi, Richard, et devant ta bande de potes de geeks de la série Silicon Valley. Et c'est la bonne surprise de la semaine. Des jeunes surdoués en informatique qui luttent pour trouver un sens à leur vie au cœur de leur petite start-up dans le monde cruel de la réussite à tout prix en Californie. What kind of a monster puts artisanal butter in the freezer? Animals? Des personnages atypiques, un langage parfois un peu obscur pour les néophytes, un scénario malin et une satire du monde 2.0 aussi acerbe que jouissive. Miam. Get the fuck out of here. Le pari de la semaine, c'est Iranien, un documentaire réalisé par le cinéaste laïque Mehran Tamadon, lui-même d'origine iranienne, qui a rassemblé face à lui 4 mollahs ultra-intégristes, tout en barbes et turbans. من برای این فیلم 3 ساله که دارم دنبال کسی میگردم که بیاد جلوی دوبلی که نیومدن به دلایل حالا واهی. Pendant 2 jours et 1 nuit, en huis clos dans une grande maison en Iran, ils vont décortiquer tous les sujets de la société contemporaine. Cette œuvre humaniste sur le vivre ensemble est par moments glaçante, même si le dialogue existe et que les mollahs ont accepté l'exercice jusqu'au bout. اون قسمتی که کم یا زیادش دیگر رو میپسندن نه افتادم به دام عاشقی. بحث بعدی. Résultat de l'aventure, le réalisateur n'est pas sûr de pouvoir à nouveau ramener une caméra un jour en Iran et c'est le prix à payer pour nous offrir ce film édifiant. À nous donc de lui faire honneur. Ne quittez pas, dans quelques instants, une rencontre avec l'un des plus grands documentaristes français, Raymond Depardon. Oui, alors monsieur Lelouch, il va falloir vous pousser là, hein. Merci, à tout de suite. Bon, bah, en tous les cas, continuez, hein. Bien. Merci, et vous aussi.
un grand échalas décoiffé au sourire XXL. Il fait hurler de rire les ados, fait craquer les filles et souvent laisse les autres un peu perplexes. Aujourd'hui, je rencontre Max Boublil. Révélé sur Internet, puis sur scène, avec des chansons éminemment philosophiques, souvenez-vous de son tube « Ce soir tu vas prendre », ce garçon vénère l'humour crétin et la provocation. On en avait eu un bon aperçu avec le succès populaire des Gamins qu'il avait coécrit. Eh bien, il aggrave son cas avec la véritable histoire de Robin des Bois. Une comédie d'aventure régressive comme il les adore. Alors, qui sont les maîtres à penser de Max Boublil? Pourquoi aime-t-il autant les vannes potaches? Rencontre. Ça va? Il vous a pas fait de mal? Je sais pas comment vous remercier. J'ai 20 pièces, moi c'est tout ce que j'ai. Si je vous en donne 10, ça va? Bon, bah si vous insistez, je vais prendre les 20 alors, merci beaucoup. Cher Max Boublil, que vous a fait Robin des Bois dans une autre vie pour que vous lui en vouliez à ce point-là et que vous ayez autant envie de démolir sa réputation? Ah bah c'est le but du film. Hein. Le but du film, ce qu'on s'est dit avec Anthony, c'est tout d'un coup, on va prendre une figure héroïque et on va lui casser la gueule, quoi. On va prendre le héros parfait, le mec qui vole les riches pour donner aux pauvres, qui est justicier, qui tire bien à l'arc, qui est beau, qui est le héros de la forêt de Sherwood, et on va le rendre un sale type, et c'est vraiment ce qui nous faisait plaisir. Et qu'est-ce que vous avez avec les héros? Bah les héros, enfin moi je fais partie de tous ces adolescents qui étaient plutôt des adolescents du fond de la classe, ceux qui n'étaient pas doués en sport, ceux qui n'avaient pas la cote, et tout d'un coup les héros, les premiers de la classe, les plus populaires du collège, c'est une vengeance. Je me rends. Si vous libérez mes amis, je me rends. Et si je les libère pas? Il est débile. Et ce sale type quand même, il apprend, il change au fur et à mesure du film, il apprend que finalement donner ça peut être sympa, que les enfants, ça sert pas qu'à mendier. Ça va, monsieur? Les gens doivent pas donner beaucoup. Qu'une femme, c'est pas que sur le physique que ça repose, qu'il y a aussi, il tombe amoureux de Marianne d'un coup parce qu'il la voit dire des trucs intelligents. Sur mon grand lac, ça fait bien longtemps qu'aucun pêcheur n'a posé sa barque. C'est aussi l'apprentissage d'un débile. Mais c'est le cas de beaucoup de films. Finalement, Scarface, c'est l'apprentissage d'un débile aussi. C'est un débile qui est motivé que par l'argent et n'a pas du gain et qui va comprendre que ça mène nulle part. Et là, c'est pareil. C'était quoi ça? Bah, je les ai envoyés redistribuer le butin. On vole aux riches pour donner aux pauvres. Et comment ils vous remboursent du coup? À quel film vous avez pensé alors en écrivant? Moi, j'ai grandi voilà, avec des films qui me faisaient rire, comme Les Visiteurs, Astérix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Voilà, on avait envie de renouveler comme ça le genre de la comédie en costume. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu une. Mais renouveler de quelle façon alors? Vous vouliez apporter quoi tous les deux avec Anthony Marciano? En fait, avec Anthony, on s'est dit, voilà, on a fait un film qui est une comédie romantique qui s'appelle Les Gamins, qui est un mix de buddy movie et de comédie romantique. On se disait, on n'allait pas faire un deuxième film sur des problèmes de trentenaires qui se posent des questions dans des grands appartements, quoi. On a dit, quelle mécanique de comédie on va trouver pour faire rire les gens dans ce truc-là? Et à chaque fois qu'on cherche une mécanique de comédie, on se dit, est-ce qu'on l'a déjà vu quelque part? Si on l'a déjà vu quelque part, on la base. Et on essaie de trouver des nouvelles mécaniques de comédie à chaque fois, ce qui n'est pas évident. Parce que souvent, quand tu vas voir une comédie, tu ris un truc, tu dis, bon, ça, le truc, je tombe, machin, je me retrouve à poil devant ma porte, machin, bah, on l'a déjà vu 3 fois. Tel truc, on l'a déjà vu 5 fois. Et à chaque fois, on essaie de renouveler, de trouver des idées nouvelles. Tac. Ouais. C'est ta longue vue que je sens là contre ma jambe là? Oui, c'est la longue vue, je l'ai gardée pour pas qu'on nous la vole en fait. D'accord, je suis peur. Tu peux la sortir, c'est fermé à clé en fait, t'es tranquille. D'accord. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, Robin. Tac. Oui. Tu sais le bâton que t'as ramassé tout à l'heure dans la forêt? Mais il est là, je l'ai gardé pour... Ah d'accord, je suis peur. En fait voilà, c'était ça ma question, tu peux le sortir, ouais. Ah d'accord, tu veux pas que je... D'accord. Merci. Vous vous fixez des limites dans l'humour? Ah là, tomber trop bas dans la débilité, non. Ça, c'est sûr que j'adore. Moi, plus c'est con, plus j'aime. T'as ramassé plusieurs bâtons tout à l'heure dans la forêt ou... Non, j'avais pas ramassé. Mais putain, mais c'est pas possible! Mais quoi? C'est pas... Mais merde! Je suis fan de Dumb and Dumber. Voilà, je pense que c'est l'apogée de la débilité et c'est tellement jouissif. Le pipi-caca, je trouve ça fantastique. Je trouve que voilà, les nuls ont réussi à rendre le pipi-caca chic et cool. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de limite. Tu fais quoi? Ah ouais, bonne idée. Mais quand on vous dit parfois c'est vulgaire, vous prenez ça presque comme un compliment. Vulgaire, non, mais j'ai l'impression que le film n'est pas vulgaire, mes spectacles ne sont pas vulgaires. C'est vrai que j'essaie d'éviter la vulgarité.
Mais c'est délicat, comment on fait pour manier c'est l'humour déjà- un peu scato, mais éviter de tomber dans la vulgarité. Déjà, il faut pas dire les mots. Par exemple, si tu dis le mot bite, tout d'un coup, ça devient vulgaire. Si tu le dis pas, c'est déjà moins vulgaire. Je sais pas, c'est ténu, hein, la frontière de la vulgarité, mais il y a moyen de faire des trucs qu'on peut dire un peu potache sans être vulgaire. Par exemple, mes spectacles, je vais jamais dire un gros mot, donc ça me gênerait. C'est quoi? C'est une question comme vous dites, de langage? C'est une question de langage, c'est une question d'époque, c'est une question de comment les gens manient les trucs. Tout d'un coup, si t'es habillé en Marseille et que tu fais des blagues vulgaires en buvant une bière, ça va sembler vulgaire. Tout d'un coup, si t'es habillé en Dior et que t'es sur le plateau du Grand Journal, plus personne va trouver ça vulgaire. Hein. Il y a quelque chose qui est assez agréable chez vous, c'est que vous n'avez pas forcément envie de sortir de la comédie. Ouais. De passer au drame. Bah ouais, parce que t'as beaucoup de comédiens qui disent qu'ils font leur ciao pantin, et je sais plus qui a dit ça, et c'est extrêmement bien dit, ils font souvent leur ciao tout court. Moi, je suis fan d'Alain Chabat, je suis fan de Jean Dujardin. Voilà, il y a plein de gens comme ça dont je suis fan. Et quand ils font plus de comédie, je suis un peu déçu. Je me dis, j'attendrai le prochain, j'irai le revoir dans une comédie. Vous avez 35 ans. Ouais. On peut encore être un sale gosse à 35 ans? Bah oui, regardez, Édouard Baird, il est pas si jeune que ça. Maintenant, ah oui, on peut être un sale gosse. Mick Jagger, il a 65 ans. Il fait Johnny, c'est le rocker, et le plus rocker de France, et il a 70 ans. Ah oui, je pense qu'on peut être un sale gosse même à 100 ans. Sale gosse un jour, sale gosse toujours. Telle est la devise de Max Boublil, qui malgré son dernier spectacle intitulé Grand garçon, n'a visiblement aucune intention de jouer à l'adulte. No one knows why they're chosen. One day, the box just shows up. Cette semaine, dans Le Détail qui tue, on se penche sur les web-séries, un format qui n'a plus rien à envier à la télévision. And then it starts. Pour nous en parler, Milo Ventimiglia, inoubliable en Peter Pitrelli dans Heroes. En plus de sa carrière d'acteur qui dure depuis plus de 20 ans, il a décidé de produire des séries et Chosen, créé pour le web, nous a littéralement scotchés. Yes, hi. Hello. I'm at my house, and there's a woman shooting at me with a really, really big gun. Dans sa série, des personnes sont désignées au hasard pour tuer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. S'ils ne le font pas dans les 3 jours, leur famille en paiera le prix. The nice thing about web content is you don't have to wait. You know, you have a camera, he has an idea, then all of a sudden you just go and you shoot it. You know, which is great about now in cinema and filmmaking. You don't need to wait for somebody to tell you can make this show. You don't need to wait for somebody to tell you to make this movie. You just go and do it. You know, there's different levels of it, but at the same time, you know, you're not beholden to the rules of somebody else. And I think that's great. I think that's a good place to be for filmmakers, and I think it's a good place to be for actors and for producers because, you know, you get whatever money you can together and you just go shoot something good. And if you have a good story, well then that's going to stand out. I like the smaller format because, you know, online, audiences are quick to change the channel. They're quick to go on to something else. They're distracted. They have their computer open, their TV on, their music in their ears, and they're like doing this at the time. They're working. But yet, oh wait, no, let me watch this story because this is captivating. So we knew that we had a shorter attention span, and we had to make it good. We had to make it good. It's like some kind of a game. So sorry. Si diffuser sur le web offre une plus grande liberté d'action, il est nécessaire de se donner des limites. I can do whatever I want! Even though things are online on the web, you know, you do have some constraints still. You know, you want to not go loose with your language. You want to not go loose with, you know, your violence or sex or things like that, you know, but I don't think that shooting for the web was any more difficult, but I guess there were some freedoms to it because, you know, we weren't shooting and then all of a sudden an episode airs and there's automatic fan reaction or network notes or anything. No, we were just go shoot, go shoot. Une fois la série produite, reste un challenge de taille, la faire connaître. Sometimes, you know, bigger shows, you know, much like you said, like Heroes or Gilmore Girls or any of that, I don't want to say it's a paid audience, but people are more aware of it because there's
money spent on the advertising, you know, the billboards, the bus posters, all of that. We didn't have that. We basically had word of mouth. You know, I go on Twitter and I say, hey, check out Chosen. People go and watch Chosen. People like Chosen. And the one person that liked it tells his 5 friends. And now they're all talking about it. And they're all imagining and having questions with one another, like, what would you do if this happened? La bonne nouvelle, c'est que Chosen a été renouvelé pour une 4e saison. Oh non. Cette semaine, l'invité de l'Extra Interview est trentenaire et l'un des plus puissants patrons du web. Alexandre Malch est à la tête d'un groupe média disponible en 10 langues et dans 27 pays qui s'adresse aux moins de 30 ans et nourrit leurs envies d'infos cinéma et séries, entre autres. Il nous parle de son amour inconditionnel pour Quentin Tarantino et pour la brillante réalisation de Breaking Bad. Je vous ai entendu dire que pour faire votre métier, il fallait avoir une âme de pionnier. Donc je me demandais pour vous, qui sont les pionniers au cinéma? Qui sont ceux qui ont bouleversé, qui ont été visionnaires? Moi j'aime bien Tarantino pour ce qu'il fait. Je trouve qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est incroyable. Il a pour moi une vision dans ses films que je trouvais patente. Et d'ailleurs je trouve que plus le temps passe, plus ses films sont cool. Oh yes, very nice. J'avais adoré Inglourious Basterds. Et bien évidemment Django, pour moi je suis mec, ça fait des années qu'il essaye de faire des westerns à la sauce, tout ce qu'il veut, puis là il fait un western sauce western, donc il se fait son kiff et c'est assez ouf. Voilà, bon, c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai bien aimé comme film? J'en ai vu un, je ne sais plus le réalisateur, mais il s'appelle Cloud Atlas. Ah bah c'est les frères Wachowski. Qui est incroyable, absolument incroyable. Et d'ailleurs j'en ai vu un autre récemment de chez eux qui est sorti il y a une semaine, Jupiter. Ouais. Alors là, bon, est-ce que c'est des pionniers? C'est pas des pionniers, mais c'est complètement dingue ce film. C'est quand même eux qui avaient fait Matrix, donc... Ouais, Matrix, c'est quelque chose d'hallucinant aussi, bien évidemment. Un film comme Gravity, par exemple, où on va avoir des images exceptionnelles, est-ce que rien que là-dessus, ça peut vous donner envie de voir un film? Juste de savoir qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Si on me dit, voilà, ce nouveau site internet est quelque chose de nouveau, ou cette nouvelle application, ou ce nouveau média, je pense que oui, parce que là, c'est une sorte de curiosité professionnelle et c'est mon domaine, donc j'irai. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment quand même sur le cinéma et les séries, c'est que c'est du divertissement. Donc je préférais voir un film qui est plus fun quand même qu'un film juste basiquement nouveau pour être nouveau. Et après, ce que j'admire, c'est justement quand les personnes sont capables à la fois d'avoir soit de la nouveauté, soit de faire un chef-d'œuvre technique, mais si tu veux, qui est divertissant et qui apporte quelque chose. Par exemple, si on prend... là, je suis allé voir récemment Birdman. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're Birdman. You are a god. Hey! Is this for real or are you shooting a film? A film! You people are full of shit! Music. C'est absolument techniquement impressionnant. Tout est parfait, les plans sont parfaits, c'est original. Les acteurs, il y a un jeu d'acteurs absolument dingue, la musique est pour le coup très très originale pour un film, avec cette espèce de mélange de genres en permanence, le scénario est dingue, mais honnêtement je suis sorti de la salle et je me suis dit waouh. Alors waouh c'est un super film, mais waouh un peu prise de tête quand même derrière. J'ai pas eu l'impression de m'être rafraîchi l'esprit, je suis allé le voir après une journée de taf, donc moi je voulais plutôt m'amuser ou me divertir. C'est vrai que je suis sorti du truc en me disant bon c'est super bien fait, mais prise de tête, un peu prise de tête le truc. Voilà. Bon, par exemple, si on prend l'opposé, alors c'est bien entendu absolument pas le même niveau technique, mais si on prend par exemple justement dans les mêmes périodes Kingsman. Oh yes, very nice. What does this do? Electrocute you? Don't be ridiculous. It's a hand grenade. Shut up. That is sick. Là, je trouve que tu sors du truc, tu dis c'est trop cool. Et en plus, le film est original, et en plus, il est pour moi plutôt très très bien réalisé, bien joué, la musique est cool. Et à la fin, je trouve, moi, je m'amuse, je me dis, bah super, j'ai eu mon bon moment, ça m'a vidé l'esprit, je me suis amusé. And what about them? What makes them so special? Put it back. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a de plus en plus de réals de cinéma qui vont vers la télé. Ouais, parce qu'en fait, quand on prend un film, t'as 2h30
pour arriver, si tout se passe bien, à créer un univers, à créer une histoire. Et quand tu prends une série, t'as, allez, on va dire au minimum 10 épisodes de 45 minutes à peu près, si tu veux, grand minimum théorique, sauf si tu rentres dans la micro-série ou sur des formats spéciaux. Et là, c'est que si tu fais qu'une saison, ça donne un temps incroyable pour installer des décors, des personnages, des intrigues. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on retrouve peut-être un tout petit peu du style indirectement de Breaking Bad, je trouve, dans Birdman, dans la manière dont c'est filmé, dans les plans et dans les travelling, et dans les ralentis et les silences. C'est que surtout sur la fin des saisons, c'est-à-dire quand le truc était devenu un vrai succès qui n'avait plus rien à prouver, le réalisateur prend particulièrement le temps de montrer les choses. Et si on prend la dernière saison d'ailleurs, dans la manière dont c'est filmé, c'est volontairement incroyablement ralenti en permanence. Et on passe notre temps à voir des plans sans son, où on suit avec un plan travelling très très large la personne qui est en train de passer par exemple de son couloir à son salon, mais on la voit passer de son couloir à son salon et lentement prendre, je sais pas, une clope, allumer la clope et machin, et fumer ça. Et il n'y a rien qui se passe. Et du coup, ça pose le personnage, clairement, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent que la série, c'est le temps de la vie. Enfin, des séries comme Mad Men, où en fait, on se plaint tout le temps qu'il se passe rien, mais il se passe rien parce que dans la vie, des fois, il se passe rien. Quoi. Un autre réalisateur, justement, on en a parlé, l'autre qui arrive plutôt vachement bien, c'est Tarantino qui le fait plutôt vachement bien aussi. Lui, il prend le temps de créer des dialogues qui servent à rien en faisant une caricature. Dans tous ses films, alors qu'ils sont incroyables, mais t'as toujours des dialogues qui servent quasiment à rien, en fait. À part, bien entendu, instaurer le personnage, etc., et prendre le temps. Et ce qui est marrant avec Tarantino, et c'est un truc que j'aime particulièrement, surtout dans ses 2 derniers films d'ailleurs, c'est que ses dialogues sont ultra posés. Il est capable de te faire un dialogue de 10 minutes, où les gens dialoguent plan contre plan, etc., super bien filmé, avec un son impec où tu sens le bruit du cuir qui se froisse, le machin, le truc est vieux. Et les acteurs sont tellement bons et le dialogue est tellement bon que toi tu restes fixé à ton truc et que tu l'écoutes, mais tu vis la scène presque quasi en temps réel. Vous, c'est quoi vos références pop culture dont vous avez l'impression que ça vous a construit ou que ça vous a apporté quelque chose de vraiment personnel, une motivation, je sais pas, n'importe quoi? Oui, j'ai des personnages que j'aime bien dans différentes séries, des séries que je regardais quand j'étais encore plus jeune, que je trouvais intéressantes. À l'époque, je regardais une série qui s'appelait Summerland, alors qui a eu que 2 saisons, et qui est métier de jeunes qui faisaient du surf. Ça, c'est ça qui m'a donné envie de faire du surf. Donc aujourd'hui, je fais du surf en vrai, donc on peut imaginer que cette série a du coup un peu aspiré ma vie. Il y a des films comme Point Break, des choses comme ça. J'aime pas du tout ces films-là parce que. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise image. Je trouve au contraire que c'est une parodie complète du monde du surf. Je pense que ça fait plus mal à ce qu'est le surf vraiment qu'autre chose. Si on devait parler de films grand public autour du surf, je préférais parler de Chasing Mavericks par exemple, qui est sorti récemment, enfin il y a 2 ans, peut-être 3 ans maintenant, qui est vraiment top. Ou un autre film qui est pas sorti en France mais qu'aux États-Unis qui est super, qui s'appelle Soul Surfer. C'est l'histoire vraie d'une surfeuse qui en fait s'est malheureusement fait manger le bras par un requin. Qui était très jeune, non? Ouais, elle devait avoir 16-17 ans, un truc comme ça. Et qui en fait a réussi, malgré son bras en moins, à se requalifier dans des compétitions professionnelles et à continuer à surfer. Là, je trouve ça admirable, donc ça me plaît. Et ça vous plaît de regarder votre passion sur écran ou du coup le fait de la pratiquer, ça enlève Au début, c'était qu'un écran, parce que je pensais pas qu'on pouvait faire de surf en France. Pour moi, le surf, c'était en Californie. Puis après, quand j'ai appris qu'on pouvait surfer en France, j'ai essayé. Et puis du coup, c'est sûr que le fait de surfer en vrai, c'est bien plus cool que de le regarder. Mais de temps en temps, c'est sympa de se faire une petite soirée et puis de regarder ça au calme. Je regarde d'ailleurs un film de surf avec des potes ce soir. Ah bah voilà, on tombe parfaitement. On est dans le sujet. Fan de séries, Alexandre Malchamp produit également, notamment Snap Trip, à découvrir sur le web. À suivre 2 réalisateurs qui ont à cœur de filmer les anonymes et le quotidien. Tout d'abord, une leçon de mise en scène signée Pierre Jolivet. Après Fred et ma petite entreprise, il poursuit dans sa veine sociale avec J'avais de la vie. Mais tout de suite, le grand photographe et documentariste Raymond Depardon s'expose et se confie à Isabelle Claire. Regardez. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. L'homme de la semaine, c'est lui, Raymond. Raymond Depardon, le photographe, réalisateur, journaliste et même scénariste qui plonge dans ses propres souvenirs avec ses photos prises dans un asile psychiatrique italien à la fin des années 70, avant la loi qui les fit fermer définitivement. À l'instar des vertus passives en psychiatrie, M. Depardon n'a pas l'appareil photo nécessairement participatif. Il préfère observer, toujours à la bonne place, et ça fait plus de 50 ans que ça dure. Moi, au départ, j'étais venu ici un peu par hasard. Je suis parti à Trieste et en fait, à Trieste, au bout d'une semaine, je suis tombé sur un groupe de patients qui sortaient d'une cantine. Et puis, je les ai suivis comme ça. Et je me suis retrouvé dans un pavillon, la porte s'est refermée et j'étais enfermé dedans avec eux.
À la fois, c'était terrible parce que c'était ce que j'avais peur. C'est-à-dire que des centaines et des centaines de malades qui errent comme ça, qui un bruit terrifiant. Les gens guenillent comme ça, pas d'infirmiers, rien. Et les portes fermées. Et à la fois, je me suis dit, c'est ça que tu es venu chercher, quoi. Sur l'île aux fous, une très belle lumière, mais en photographie, le cadre et la mise en scène sont tout aussi importants. Et là où j'avais un sentiment contraire au bonheur, c'était la douleur, bien sûr, c'était le cadre, de cadrer. Et là, j'avais du mal. D'abord, je pensais beaucoup à toute l'école russe, à toute l'école de l'Est, ça, qui font des cadres incroyablement lyriques. Et le soir, je rentrais, mais j'étais dans la douleur du cadre. Voilà, la douleur, pour moi, m'accompagnait. Et puis, quelquefois, comme ça, j'ai eu des bonheurs. Mais je savais que ce travail, il fallait le laisser reposer. Encouragé à l'époque par Franco Basaglia, psychiatre italien qui a contribué à la fermeture de ce lieu aliénant, il fait ses clichés comme on fait un témoignage politique. À un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai ouvert une porte. C'est pas tellement mon genre d'ouvrir les portes, mais il y avait cet homme dans une pièce et il hurlait. C'est des cris qui m'ont... Et j'ai hésité, je me suis dit, je ne peux pas photographier ça. Et puis je me suis dit, après tout, peut-être que sinon, on va peut-être pas nous croire. 3 ans plus tard, en 1980, Depardon retourne sur les lieux et décide d'y emmener une caméra, toujours pour témoigner. Un film atypique, beau et brutal qui hante encore ceux qui l'ont vu. Le maître de la photographie subjective et journalistique avait trouvé une autre voie, celle du film, mais ceci est une autre histoire. Allez, ciao! Aujourd'hui, j'exulte, je m'enflamme, autant dire que je jubile. De quoi s'agit-il? Si je vous parle de polar, ouais, d'accord. Je vois vos mines renfrognées, vous allez me dire « Ah, déjà vu !» Non, sauf que cette fois-ci, il s'agit d'un héros, autant dire un chevalier solitaire et anachronique, à l'écart de la loi comme du crime. Un aventurier qu'on pourrait d'ailleurs croiser dans le cinéma d'Howard Hawks, un homme qui exerce son regard lucide dans un monde trouble au nom d'une éthique personnelle, avec pour seule ligne d'horizon non pas la justice, mais la vérité. Cette couleur de noir, on la retrouve dans un film français magnifique, Jamais de la vie, signé Pierre Jolivet. D'ailleurs Pierre, le polar social serait-il le dernier lieu transgressif du cinéma pour vous? Ce que je sais, c'est que le polar est un genre transgressif par essence. Et d'ailleurs, mon personnage va transgresser. Il va aller au-delà de ce qu'il est raisonnable de faire. Donc, c'est le polar qui autorise cette posture transgressive des personnages. C'est moins la forme du polar que je crois transgressive que de donner la possibilité au héros de transgresser. S'il n'était pas issu du sérail des saltimbanques, une mère comédienne et un frère humoriste, on pourrait dire que la naissance au cinéma de Pierre Jolivet se concrétise avec un certain Luc Besson. Et oui, dès le début des années 80, Pierre écrit une chanson dont Luc réalise le clip. Ensemble, ils signeront le scénario d'un court-métrage et le premier long-métrage de Mister Besson en 1982. Et récidiveront 2 ans plus tard pour Subway. Le passage à l'acte de Pierre Jolivet réalisateur date de 1985. Un personnage en déséquilibre, la notion du sacrifice et la faiblesse de l'homme face à son destin, voilà quelques éléments qui jalonnent son œuvre riche d'une quinzaine de longs métrages. Ce qui fait la grande qualité du cinéma de Pierre Jolivet, c'est sa modestie. Comme lorsqu'il filme Vincent Lindon et aujourd'hui Olivier Gourmet, des hommes qui tombent dans un piège qu'ils cherchent désespérément à fuir. Ces deux-là ne sont pas des héros, mais des hommes blessés qui restent debout pour protéger ce qu'il leur reste de dignité. Et si tu vois un truc bizarre, tu me fais un petit rapport. Et où je te cause. Qu'est-ce que tu cherches? Finir toute seule comme moi? La rage, ça mène nulle part. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, cet enculé? L'argent, ça peut nous faire des conneries phénoménales.
Un polar, c'est de mettre en posture extrême un héros ou une héroïne. Donc c'est nous, le polar, on se retrouve tous dans un polar, mais c'est nous en situation extrême, qui évidemment est délicieuse à vivre au cinéma et qu'on n'a pas à vivre dans la vie. Tu surveilles ton collègue? Il y a des connards qui sont venus me faire chier sur mon parking. Alors, tu sais que laisser faire, ça a jamais été mon truc. Dans l'entreprise ou dans la rue, il y aura toujours des salauds pour essayer de baiser les autres. J'aime particulièrement quand le polar est une peinture sociale, c'est-à-dire qu'il permet d'aller à l'os de ce qu'est une société, de ce que sont des rapports sociaux des êtres les uns envers les autres, et du fait aussi que c'est un polar, c'est une forme de narration qui n'ennuie pas les gens. Parce que si on décide de parler sociologie, on fait ou un documentaire, mais on peut aussi faire une chronique très très chiante. Et donc le polar, c'est la bonne solution pour aller à l'os d'une société sans ennuyer le spectateur. Si Kubrick, si John Huston, si très vite Truffaut se jettent dans le polar, ça veut dire que cette forme de narration est intemporelle et qu'elle reste extrêmement utile à l'expression d'un auteur. Il faudrait qu'il se passe des choses. Je vais aller voir les flics, on va les niquer, ces enculés. Pas les flics. Le pari sur ce film, c'est des tout petits budgets. Comment faire que le film n'est pas au ras du sol et qu'il en devient misérabiliste, et en même temps de monter le style suffisamment haut pour que ça devienne du cinéma, mais pas trop haut pour abandonner le personnage principal, qu'on puisse le filmer quand même à hauteur d'homme. Donc cette frontière-là, elle est très amusante et très passionnante et très dangereuse quand on marche sur cette frontière-là. C'est parce qu'à tout moment, on se dit, mais ça se la pète un peu, le plan, là, non? Là, si on fait ça, ça se la pète un peu. Et mon héros ne se la pète pas du tout. Il est sincère, profond. Il n'est pas que gentil, ce héros. Il est très égoïste aussi, il vit seul. Donc, il faut que je trouve ce qui fait que ça fictionne, qu'on se dit « Ah, c'est du cinéma », et en même temps, que je laisse pas mon personnage par terre. Tu les revois, tes vieux potes? Non. Même Étienne? Étienne, si je le revois, je me vois. Moi, je l'aimais bien, Étienne. J'ai demandé au chef décorateur, mets-moi des photos de lui plus jeune, des photos avec sa sœur, mets-moi un miroir, mais un peu pourri pour qu'il puisse se changer, comme on a dans un studio. Et tout d'un coup, je me rends compte que dans ce cadre-là, il y a tout. C'est-à-dire, sa sœur, c'est son double. Ils sont pareils, ils s'aiment pas plus que ça, les deux. Ils sont fascinés par le fait qu'ils se ressemblent, mais en même temps, ils se trouvent aussi ratés l'un que l'autre. Donc il y a un effet miroir avec cette sœur qui l'émeut, et elle est émue par lui. En plus, sa sœur lui parle du passé, c'est-à-dire il y a un effet miroir avec ce qu'il était avant, et lui va se déplacer pour se mettre dans le miroir, pour se voir dans ce miroir alors qu'il regarde sa sœur. Et j'aime cette percussion. Pour moi, c'est plié. Et toi, t'es plus jeune. Puis t'es un gentil mari, non? Et Isabelle, elle était pas gentille, peut-être. Elle, j'ai envie de la voir de face, de dos, et de voir son bordel à lui derrière. Et lui, en contre-champ, il est planqué dans la cuisine. C'est-à-dire, ce bordel-là, il se planque comme quelqu'un va dans son terrier. Et donc, je le vois à peine dans sa cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je renvoie dans ce champ contre champ. Pourquoi je n'ai pas commencé par un plan large des deux ensemble? Parce que je veux que ça soit à la fin. T'as toujours aimé donner des leçons, toi, hein? Parce que c'est le moment où ils sont dans l'espace ensemble et qu'elle va prendre le porte-voix pour lui raconter ce qu'il était avant. Camarades, écoutez-moi! La direction pense qu'on va laisser faire? Jamais de la vie! Et elle va dire le titre du film. Et ça, c'était indispensable pour moi qu'ils soient ensemble dans un cadre large et que surtout, sur ce titre qui va être dit, je ne sois pas amené à faire un gros plan. T'es vraiment une salope. La mise en scène s'adapte elle-même par les moyens qu'on a. À partir du moment où vous avez un petit budget et que vous avez ce qu'on avait 5 mètres de travelling et pas de steadicam, vous dites, bon, comment je fais avec ce que j'ai? On ne peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. Chaque seconde, chaque minute, la question se pose, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui me paraît bien? Qu'est-ce qui me paraît intéressant? Qu'est-ce qui me ramène de l'émotion? Vous auriez dû trouver du travail tout de suite. C'est passé quoi? Et vous, ça se passe bien? Ça doit pas être facile, non? Vous en connaissez, vous, des vies où c'est facile tous les jours? Je ne sais absolument pas comment je fais de la mise en scène. Il y a une chose qui fait qu'on sait quelle mise en scène on fait,
c'est le film qui vous le dit après 48 heures. C'est-à-dire que ça, au bout de 48 heures, le film vous dit les focales qui marchent, les focales qui ne marchent pas. Et ça, il faut l'écouter. Et donc, il faut y aller avec beaucoup d'instinct et de courage en écoutant ses convictions les premiers jours. Et très vite, le film vous dit ça marche, ça marche pas. Et il y a des objectifs, vous les mettez dans la caisse et vous les reprendrez jamais. Et il y a un ou deux objectifs qui vous disent écoute-moi, je suis les objectifs du film. C'est ceux-là qu'il faut que tu utilises. C'est ceux-là qui racontent bien l'histoire, c'est ceux-là qui vont bien avec ce décor. Rien n'est prémédité alors? Rien. Pourquoi filmez-vous? Parce que c'est ma vocation, que je l'ai découvert tout à fait par hasard, et que c'est comme ça qu'il semblerait que je m'exprime le mieux. Ciné-Série et compagnie, c'est déjà terminé, mais vous pouvez faire découvrir cette émission et les précédentes à votre nouveau meilleur ami, votre chéri, votre famille. C'est sur OCS Go, Dailymotion ou encore YouTube. La semaine prochaine, vos héros auront pour nom Cécile de France la Divine, le grand Manitou du festival Série Mania Frédéric Lavigne et une réalisatrice habitée, Brigitte Si. Salut.